Chloé Tessier, donc vous faites la première bougie de ce mouvement. Est-ce que vous pensez qu'il va continuer? Est-ce qu'il y aura une saison 2 ou est-ce que finalement c'est terminé? Alors, pour le mot fête, moi ça me gêne un peu, c'est triste. C'est triste d'être dans la rue encore un an après cette sortie qui était un peu inopinée le 17 novembre. C'était pas prévu, on pensait pas que ça allait prendre autant. Mais d'être encore dans la rue après un an, après autant de gens blessés, c'est. Serez-vous encore? Y aura-t-il? Alors on sait que demain il y aura du monde, mais est-ce que vous pensez, en votre âme et conscience, que je vous demande pas de votre souhait, mais je vous demande votre pronostic, est-ce que le mouvement va perdurer ou finalement c'est terminé? Que ce soit Gilets jaunes ou un mouvement social, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir un énorme piquet de grève le 5 décembre, Ça c'est sûr. qui va être suivi par des gilets jaunes, mais aussi par simplement des citoyens lambda sans gilets jaunes. Et tant mieux, parce qu'il a les réformes qui vont passer, la réforme du chômage et la réforme des retraites, c'est tout bonnement insupportable et scandaleux. Donc il faut se réveiller maintenant avant que... Mais vous parlez déjà comme une politique. Le mouvement des Gilets jaunes tel qu'on l'a connu samedi après samedi, est-ce que vous avez le sentiment que ça va continuer toute l'année ou pas? Il n'ose pas vous le demander, mais qu'est-ce que vous faites demain? Ah non, mais ça demain je me doute que vous allez manifester. Je vais me balader dans les rues de Paris, c'est une très belle ville. Voilà, donc je connais pas, moi j'habite à la province actuellement, donc c'est bien de profiter de cette belle ville qu'est Paris. Chloé Tessier, on a entendu Jacqueline Moreau assez critique du mouvement que vous avez initié ensemble. Finalement, qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Je ne suis absolument pas d'accord avec elle. La seule chose Je que m'en je doutais, je vous voyais réagir pendant qu'elle parlait. j'ai fait quelques grimaces. Alors oui, s'en prendre à l'Arc de Triomphe, des choses comme ça, bien sûr, ça c'est condamnable et je le condamne. Ça, on est d'accord là-dessus. Pour le reste, moi je suis fière de faire partie du mouvement Les Jeunes depuis un an et je suis fière de voir des gens qui se mobilisent semaine après semaine, malgré une répression qui est sans précédent, malgré les difficultés, malgré les concessions qu'il y a eu à faire. Je suis fière et je soutiendrai ces personnes-là. Si elles sont encore dans la rue, c'est pas parce qu'elles sont radicalisées ou qu'elles veulent briser la France, mais c'est parce qu'elles tirent la sonnette d'alarme. La situation est grave. Par rapport aussi, il y a un soutien qui est invisible sur les ronds-points. On a des personnes qui ne pouvaient pas venir sur les ronds-points pour diverses raisons, mais qui nous apportaient du café, de la nourriture. Ce sont des gens en fait qui militent de façon indirecte et qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas pu compter. Et ça fait beaucoup de gens qui ne sont pas comptés. C'est pas aussi simple. Chloé Tessier, vous avez été entre guillemets chahuté parce que après avoir rencontré, je crois que c'était Hervé Morin ou des représentants de l'autorité en Normandie, vous avez été surpris d'essuyer comme ça des critiques? Non, parce que les gens sont en colère et vu qu'ils ne peuvent pas attaquer directement le gouvernement ou les représentants de ce gouvernement, bah, ils tapent là où ils peuvent à peu près toucher. Moi, vu que je suis qu'une simple citoyenne, bah, c'est plus facile de me taper moi qu'un membre du gouvernement, donc je le comprends. C'est un peu quand même le principe de ce mouvement, c'est que vous puissiez vous exprimer et faire avancer les choses. Qu'est-ce qu'on vous a reproché en fait? Alors certains n'ont pas compris. Alors il y a des fois aussi, le mouvement des démons, tout se passait très rapidement. Moi quand j'ai rendez-vous avec le sous-préfet, c'est parce que je suis allée de moi-même sonner à la sous-préfecture en demandant un rendez-vous. Ça s'est passé en une demi-journée en fait. Tout est très rapide et des fois, ben, j'ai pu aussi moi commettre des maladresses et voilà. Mais on vous reprochait quoi? De vouloir prendre la lumière, de vouloir tirer la couverture à vous, d'être dans la compromission avec le pouvoir? Qu'est-ce qu'on vous a reproché réellement? Un peu de tout, ouais. Ça peut varier. Après, je pense qu'il y a vraiment une défiance. On a tellement, depuis des années, été trahis par les partis politiques, par des syndicats, qu'il y a une réelle défiance. Donc forcément, on a peur de subir la même chose. Et c'est ce qui s'est passé. Dès qu'une tête dépassait un petit peu, on avait peur qu'elle veuille simplement briller ou qu'elle soit facilement manipulable par le gouvernement. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent alors que c'est faux. Il y a de l'argent, c'est juste qu'on ne donne pas, on ne reverse pas. Il y a de l'argent pour donner du profit aux plus puissants, ça on peut. Par contre, donner de l'argent aux hôpitaux, aux gens qui le méritent, aux pompiers, là on dit qu'il n'y a pas d'argent. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, là ça va faire un bad buzz pour la PDG de la RATP, qui s'est augmenté de 50 000 € dans l'année. Parce que vous comprenez, son argument, c'est la pauvre. Il y a d'autres patrons de boîtes publiques qui gagnaient plus qu'elle. C'est dramatique. Donc, avec 300 000 €, elle était malheureuse, cette pauvre dame. Elle gagne par mois plus qu'une année au SMIC. Et ces gens-là osent augmenter. Ils sont dans la fonction publique et ils osent augmenter leur salaire. Et on ne dit rien. Mais c'est scandaleux, c'est tout bonnement. Et après, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais comment on ose faire ça? Comment on ose? Moi, ça me met en colère. On écoute la réponse de Chloé Tessier. Après, on va avancer dans le débat. Allez-y. Alors, qu'est-ce qui mérite de gagner 25 000 € ou 37 500 € avec sa nouvelle par mois?
elle mérite cette personne de gagner ça. Qu'est-ce qu'elle fait d'extraordinaire cette personne dans la fonction publique pour gagner ça? Parce que je suis désolée quand on me dit qu'il n'y a pas de sous. De la politique, vous prenez un cas particulier. Mais non, parce qu'il y a plein de hauts fonctionnaires, il y a de nombreux hauts fonctionnaires, et même dans la politique, qui gagnent. On devrait plafonner ces hauts salaires. On ne devrait pas se faire de l'argent avec l'argent public. Ce n'est pas normal. On me dit qu'il n'y a pas d'argent pour les gens qui risquent leur vie, qui donnent leur vie pour les autres. Par contre, s'en foutent plein les fouilles, alors qu'on est au service de l'État. C'est pas normal. Non, c'est pas une caricature, c'est la réalité. J'ai peur que Chloé Tessier, vous avez également été confronté à la violence lors d'une manifestation. Lors d'une, mais de nombreuses manifestations, mais aussi sur les ronds-points. Le monsieur côté de moi avait tout à fait raison. La violence, elle a commencé, on s'est fait dégager les ronds-points de façon assez... On ne devrait pas laisser le choix, donc on a dégagé les cabanes de façon violente. Là, la tension a commencé à monter en manifestation parce qu'on ne comprenait pas, on était pacifique, et d'un coup, on met une pression. Et en face, on a eu de plus en plus de gazage, de coups de matraque gratuitement. Il faut le rappeler, on a eu des coups de matraque gratuitement. J'en ai subi, j'ai 2 plaintes à l'IGPN qui sont... Il y avait une forme de provocation de la part des forces de l'ordre. Quand vous avez là-bas qui vous insulte, moi je suis partie en garde à vue, j'ai fait 17 heures de garde à vue. J'arrive en garde à vue, j'ai les cheveux très longs. Et la policière me dit, mais madame, vous avez les cheveux longs, c'est pour exciter les hommes? Si c'est pas une insulte ça, monsieur, je suis désolée. On m'insulte, alors je suis très calme en garde à vue, c'est gratuit. Et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il y a une justice que d'un côté. Les forces de l'ordre ne sont quasiment pas poursuivis pour ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas leur numéro de matricule, ils sont hors la loi. C'est-à-dire que ceux qui sont censés faire respecter la loi sont hors la loi. Ils sont cagoulés, on ne peut pas les reconnaître quand ils font du tort, ils n'ont pas de matricule. Et une dernière chose, la violence sociale, on n'en parle pas. On parle de la violence des gilets jaunes, mais la violence sociale, un jeune s'est immolé à 22 ans par le feu, un agriculteur se suicide tous les 2 jours, un homme s'est pendu encore cette semaine à son lieu de travail parce qu'il a perdu son habitation. C'est dramatique, la violence sociale tue. Il y a eu un soutien qui a été très endurant, qui a été extrêmement endurant sur le mouvement. Ça, c'est vrai, y compris encore aujourd'hui, sur des niveaux de soutien qui étaient très très profonds à l'intérieur de la population française. Oui, mais pas dans la rue. Je ne sais pas si on peut regarder la courbe de fréquentation de ce soutien. On a un problème de source. Et y compris vous, il faut que vous fassiez attention du point de vue de l'exigence de votre métier. Tenez, Yann Lenan, voilà. On a commencé à 287 000. Les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ah, d'accord, ok. Venir en tant que journaliste et sourcer uniquement avec ça. Ils ont des gros problèmes de comptage quand même, parce que 12 000, c'est... Non, mais ça... Alors, les enquêtes par échantillonnage national, lorsqu'on demande si les personnes ont participé, non pas s'ils ont soutenu, mais sont participés, on peut évaluer, c'est très difficile, mais entre 2 millions jusqu'à 3,5 millions de participants. En tout, mais à condition de considérer l'ensemble de la diversité des registres d'action, puisque ça peut être la participation à un rond-point, la participation à une manifestation, etc. Moi, je mets en alerte là-dessus. On ne peut pas construire une réflexion sur l'ampleur du mouvement à partir des chiffres qui est une question du c'est pas des gens qui de processus révolutionnaire. Oui, tout à l'heure, c'est propre à une dynamique de subjectivation politique dans laquelle il y a la possibilité, et on entrevoit la possibilité de gagner. Les Gilets jaunes au mois de décembre, au mois de janvier étaient dans une dynamique jusqu'en février-mars extrêmement forte. Et puis effectivement, lorsque la comparaison avec mai 68, en disant qu'en mai 68 il n'y a pas eu de violence, l'état du quartier latin après mai 68, c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé lors des Gilets jaunes. Simplement, il n'y a pas cette couverture médiatique, etc. Donc la question, c'est, à mon avis, il faut penser la violence comme relationnelle. Il n'y a pas des dispositions chez les Gilets jaunes comme étant tournées vers la violence politique. Ce qui s'est passé, c'est que le système de relations avec l'État, le refus d'organiser la concession ou un système de concession a provoqué un questionnement autour des moyens d'action à l'intérieur du mouvement. Si on prend, je ne suis pas sûr que vous arriverez à convaincre avec la violence relationnelle et tous les commerçants qui ont dû fermer boutique pendant des semaines et les gens qui sont retrouvés au chômage technique. Il y a eu une commission sur les commerces des Champs-Élysées ou les syndicats des commerces des Champs-Élysées qui sont, à mon avis, pas les plus importants. Mais il y a aussi des gens qui habitent en banlieue et qui vont travailler dans des commerces
commerces sur les Champs-Élysées. De nombreux petits commerçants qui étaient à l'intérieur du mouvement. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui a été peu commenté, c'est la destruction des cabanes. Le point clé du mouvement, l'un des points clés du mouvement, c'est lorsqu'après l'intervention d'Emmanuel Macron, les préfectures sont sommées d'organiser une stratégie de la tension vis-à-vis des ronds-points et qui organisent la destruction quasi systématique des cabanes en plein hiver, qui est le lieu de rassemblement des Gilets jaunes et qui ne posait objectivement à ce moment aucun problème d'ordre public. Là, c'est là où je dis qu'il faut avoir une approche relationnelle de la violence. La violence, c'est un rapport dans lequel l'État qui applique parfois une violence se retrouve lui-même confronté à la violence du mouvement. Alors, on va parler de la stratégie du gouvernement face aux Gilets jaunes dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais qu'on sur ce point. Non, mais justement, j'aimerais qu'on s'intéresse à la réponse judiciaire à ces événements. De Paris. Non, mais c'est parce que 8 blindés à l'intérieur de Paris. Ok. Donc la violence n'est pas relationnelle. La violence, il n'y a pas une violence d'État. Ça, c'est autre chose. Non, il n'y a pas de violence d'État. Non, il n'y a pas de violence d'État.